Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut rééquilibrer les choses pour dépasser la résistance au changement. On a vu qu'il y avait certaines choses qui étaient câblées en nous et donc évidemment qui vont se remanifester tout le temps. Et puis, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient plutôt conditionnées par la suite et celles-là peuvent être davantage libérées avec des approches adéquates. Alors, on a deux axes de travail et je reviens par rapport à ce que j'avais expliqué au départ, c'est on a tendance à vouloir se protéger et à vouloir évoluer. Notre cerveau, il est câblé pour les deux en permanence. Et ici, on va se concentrer d'abord sur le premier axe de travail qui est se protéger, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire la perception qu'on a de la menace. Donc, on va amener à rééquilibrer et les carnets qui accompagnent le module permettent d'accompagner là-dessus. Avant ça, ce qu'on va vouloir comprendre, c'est déjà comment se créent les résistances. Donc il faut savoir que dans notre cerveau, quand on vit un événement, eh bien, notre hippocampe, donc j'en ai parlé au début, c'est la zone associée à la mémoire à long terme, eh bien, il va stocker les faits, ce qu'on a vécu, et il va stocker notre perception par rapport à ces faits. Qu'est-ce qu'on s'est dit sur ce qui se jouait consciemment ou bien qu'est-ce qu'on a interprété de manière plus inconsciente. Et il va stocker ça donc, dans notre mémoire à long terme, dans l'hippocampe. Il y a des choses qu'on va pouvoir récupérer de manière consciente, d'autres qui vont être mises dans l'inconscient. Quand l'événement qu'on vit a une tonalité qui est inconfortable, parce qu'il va générer de la peur, de la colère, de la tristesse, toute autre émotion qu'on n'a pas spécialement envie de ressentir au quotidien, ou le moins possible, eh bien, à chaque fois qu'on va vivre un événement qui va être connoté de cette manière, il y a l'amygdale qui va s'activer également. Et l'amygdale, je vous ai dit, elle sert de signal de menace pour la chaîne du stress, mais elle a aussi cette fonction de stocker le contenu émotionnel de nos souvenirs. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec deux parties dans le cerveau, une avec les faits et les perceptions, l'autre avec le contenu émotionnel. Et l'amygdale, elle a cette particularité qu'elle ne stocke que dans l'inconscient. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir aller rechercher de manière consciente, ça va plutôt nourrir, créer une base. Alors, pourquoi est-ce que notre cerveau stocke les choses comme ça? Parce que forcément, s'il ressent de la douleur et que ce n'est pas agréable, que ce n'est pas confortable pour lui, il va vouloir s'éviter de le ressentir à nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va essayer de créer un système d'alerte, et c'est là que l'amygdale crée ces détections de menaces. Il va créer des peurs. Il va créer des peurs à chaque fois qu'on va approcher de près ou de loin de la situation qu'on a vécue et de la perception surtout qu'on en a eue. Donc en fait aujourd'hui on peut revivre une situation qui est très très différente de celle de notre enfance par exemple, mais si la perception est similaire, imaginons que la perception c'était on ne m'aime que quand je suis au top, parce qu'à l'école on me demandait toujours d'avoir des beaux points, et bien aujourd'hui dès que je ne vais pas me sentir au top, et bien ça va réactiver cette perception, on ne m'aime pas. Et donc, ça va créer un état de menace à l'intérieur. Et donc, notre système, il va créer des peurs en permanence sur base de ce qu'il a vécu. Et à chaque fois qu'on sent une peur, eh bien, c'est juste parce que c'est l'écho, quelque part, d'un événement qui a été stocké de notre enfance. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler? On peut évidemment travailler directement sur l'événement, en profondeur, sur les croyances profondes. Ici, ce n'est pas ça que je vais aborder. Il existe un autre module sur les croyances profondes. Ici, ce que je vais aborder, c'est plutôt le rééquilibrage des perceptions. Quand on travaille sur les croyances profondes, c'est aussi du rééquilibrage. Mais il y a besoin d'aller chercher ces croyances profondes d'une certaine manière. Ça fait l'objet d'une formation complète en tant que telle. Ici, c'est déjà comprendre comment est-ce qu'on peut rééquilibrer. Et qu'est-ce qu'on rééquilibre? En fait, ce qu'on rééquilibre, c'est vraiment cette perception de si j'ai associé quand j'étais petite, quand je ne suis pas au top, on ne m'aime pas, eh bien, c'est cette perception-là que je vais avoir besoin de changer. C'est est-ce qu'aujourd'hui, je peux changer cette perception et me dire que, quelque part, le fait qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas ne dépend pas spécialement de ma capacité à être au top. Il y a des fois où je peux rencontrer des difficultés et malgré tout, ça ne change pas ce qu'on va pouvoir ressentir pour moi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un rééquilibrage. C'est quelque part un changement par rapport à ce que j'ai perçu auparavant. Et c'est quelque chose qu'on va devoir travailler au quotidien au travers de micro-décisions.
Alors, quand on rééquilibre l'aversion à la perte, déjà, ça va être important d'aller voir qu'est-ce que j'ai l'impression de perdre, parce que dans tout changement, on a l'impression de perdre quelque chose. Qu'est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Déjà, mettre le doigt dessus et l'exprimer, eh bien, ça va apporter un soulagement. Ensuite, c'est est-ce que je le perds réellement? Est-ce que je suis capable, est-ce qu'au final, je ne garde pas une partie de ça? Ou bien est-ce que je suis capable de le retrouver sous une autre forme ou de le recréer sous une autre forme? On peut aussi se poser la question de à quel point c'est en équilibre par rapport à ce que je veux atteindre. Finalement, je perds peut-être quelque chose, ou sous une certaine forme, mais est-ce que ça a la même importance par rapport à ce que je veux atteindre? Et ce qui peut être important, si on va aller un petit peu plus profond, c'est si j'abandonne quelque chose, si j'ai l'impression de perdre quelque chose, c'est qu'est-ce qu'il m'apportait réellement? Là, ça permet d'aller un petit peu plus en profondeur. Et puis surtout, là aussi, une fois que j'ai mis le doigt sur quelque chose un peu plus profond, sous quelle autre forme je peux y revenir? Donc là, on sent qu'on travaille avec le mental, hein, principalement. Donc on n'est pas en train d'aller chercher en profondeur sur l'intuition, mais déjà rien que ça, pour toute une série de changements, eh bien ça va suffire à faire basculer les choses et à prendre la décision. Parce que finalement, le changement, c'est simplement un changement de perception et une décision de j'accepte de vivre le risque de cette nouvelle perception, j'accepte de tester cette nouvelle perception. Alors, la peur de l'échec, donc là on vient de voir la peur de la perte, comment est-ce que je rééquilibre la peur de l'échec? Alors il y a toute une série d'astuces qui peuvent aider. Déjà, c'est de s'auto-récompenser. Pourquoi? Parce qu'on a vu, hein, quand le flux, quand on est dans l'échec, quand on se projette dans l'échec, eh bien il y a la bénoula qui coupe le flux de dopamine. Et donc simplement quand je m'auto-récompense, à chaque fois que je fais un petit pas, ou simplement quand je reconnais ce que j'ai peut-être déjà franchi par rapport à il y a plusieurs années ou plusieurs mois, eh bien quelque part je réactive la dopamine, je me fais plaisir à ce niveau-là et ça va venir compenser un petit peu. La deuxième chose, eh bien, on va travailler plutôt sur la sérotonine, hein, sur le bien-être, et donc c'est arriver à s'auto-apaiser, c'est trouver une source de calme intérieur qui peut être facilement activée. Alors il y a des personnes, ça va être de la méditation, pour d'autres ça va être aller se promener dans la nature, ça peut être s'installer avec une tasse de café, peu importe, c'est vraiment où est-ce que je peux trouver cette source de calme intérieur, ce moment pour moi, pour apaiser, c'est ça, et laisser cette peur disparaître, parce qu'en fait, une peur qu'on laisse juste traverser, eh bien, elle finit par s'apaiser naturellement. Une autre astuce, c'est aussi d'accueillir le challenge. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que la vie, ça devrait être facile, que ça ne devrait pas être challengeant, qu'il ne devrait pas y avoir de défis, etc. Sauf que la vie, c'est pas comme ça de base. Et donc, pouvoir accueillir ça, le considérer comme une normalité, eh bien, ça va déjà changer les choses. Parce que je serai beaucoup moins en réaction. On a vu dans le stress, hein, cette réaction d'opposition, d'agressivité. Eh bien, quand je pars du principe que tout devrait toujours bien se passer, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient décevoir cette attente quelque part, eh bien, non, ça me met en échec, j'ai cette impression d'être en échec, et ça va déclencher ma chaîne du stress, ça va me mettre en colère potentiellement contre cette chose qui vient interférer. Alors qu'en fait, eh bien, c'est tout à fait normal d'avoir des défis, d'avoir des challenges, et adopter cette croyance-là va aider aussi sur le long terme. Une autre astuce, c'est de se connecter. En se connectant aux personnes qui vivent des difficultés similaires, en fait, on va se rendre compte que ça va enlever en partie l'auto-jugement en fait, par rapport à soi, par rapport à sa vision de l'échec. Déjà, ça peut faire évoluer la vision de l'échec parce que tous ne le percevront pas de la même manière, mais aussi, eh bien, ça va permettre de se connecter à des personnes, parfois, où il y a des parties de ces personnes qu'on va admirer et de se dire, mais en fait, moi aussi, j'ai ces parties. Et si je l'admire alors même qu'elle est dans le même échec que moi, peut-être que quelque part, je peux l'admirer chez moi également. Et la dernière astuce par rapport à ça, c'est de redevenir curieux. C'est se connecter à la curiosité. Il y a des études qui ont montré, alors chez les animaux, ils ne peuvent pas ressentir la curiosité et la peur en même temps. Parce que quand ils ont peur, évidemment, ils ne pourraient pas aller explorer, aller chercher d'autres sources de nourriture, par exemple, des choses comme ça. Chez l'être humain, on peut expérimenter un peu les deux, mais c'est plus limité quand même. C'est-à-dire que si je me connecte à la curiosité, la peur va diminuer. Et donc, quelque part, en me connectant à cette curiosité de que va m'apporter l'échec, qu'est-ce que je vais en apprendre
pour peu qu'il survienne, hein, parce que potentiellement l'échec il n'est pas encore survenu, mais même si je le vis, qu'est-ce que je vais en apprendre et qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va me permettre de développer comme puissance intérieure, par exemple, justement face à ce type de situation. Et bien rien que ça va déjà apaiser la peur également, et donc rééquilibrer à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les peurs qui sont câblées de base, peur de l'échec, peur de la perte, en fait, on ne les rééquilibre jamais une fois pour toute la vie. En fait, comme elles sont câblées de base, c'est vraiment un mécanisme qui nous sert pour notre survie. Donc le but, c'est pas de s'en débarrasser, c'est plutôt de l'accueillir. Et à chaque fois qu'on va ressentir la peur de l'échec, la peur de la perte, eh bien, ça va être d'aller rééquilibrer pour cette situation spécifique. Alors, on va se dire, mais du coup, on fait ça en permanence, c'est hyper fatigant. Non, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que si on rééquilibre suffisamment souvent, eh bien, progressivement, en fait, la résistance qu'on ressent et cette peur de l'échec ou de la perte, eh bien, elle va se réduire quand même. Son intensité va être moins forte, on va être moins dans la résistance, et donc ça va être de plus en plus facile, en fait, jusqu'au point où ça va être simplement un moment de ok, là j'ai un peu peur, c'est bon, j'y vais quand même, parce que je sais, il y a parfois même plus besoin à la fin de passer par tout un rééquilibrage. La peur est là, j'avance, et ça permet, parce que je sais en fait derrière que mon corps est capable de rééquilibrer seul, simplement si j'avance, si je passe à l'action. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est si on le fait suffisamment souvent au début, ce rééquilibrage, eh bien ça se fortifie quelque part, ça crée une puissance intérieure là-dessus. Alors, ce qui est important aussi, c'est, je vois beaucoup de personnes qui se fixent des objectifs de résultats pour se motiver. Qu'est-ce que j'entends par objectif de résultat? C'est, voilà ce que je veux atteindre. Imaginons un coach qui se dit, mais maintenant, je veux atteindre 5 clients par mois. Sauf que ces 5 clients par mois, en fait, c'est pas dans nos mains. Et donc, quelque part, c'est non seulement je le maîtrise pas, mais surtout, ça va créer un écart. En permanence, mon cerveau va évaluer, j'y suis pas encore. J'ai pas encore mes 5. Même quand j'en aurai 1, 2, 3, 4, en permanence, mon cerveau est en train de se projeter sur j'y suis pas encore. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte au manque, il se connecte à l'écart entre ma situation actuelle et ce qui est là. Et quand il se connecte à cet écart et à ce manque, en fait, il réactive inconsciemment les souvenirs des activations précédentes de la Bénoula, de ce système punitif, quand j'étais en échec et que tout d'un coup, j'ai plus ressenti de plaisir et de bien-être, eh bien, ça se connecte à ça. Et c'est ça la sensation de manque qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on se connecte à ces objectifs. Et ça va activer toute la chaîne du stress. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais fixer d'objectifs? Pas spécialement. Si ça te motive, mais uniquement si ça te motive, tu peux fixer des objectifs, mais tu ne vas pas les mettre sur les résultats, tu vas les mettre sur les actions. C'est-à-dire, au lieu de « je veux avoir 5 nouveaux clients d'ici la fin du mois », ça va être « eh bien, je décide d'adresser la parole et de parler de ce que je fais à 20 nouvelles personnes ou à 10 nouvelles personnes, par exemple, dans le prochain mois ». La différence, c'est que là, peut-être que tu ne l'as pas encore fait, mais tu as beaucoup plus de maîtrise dessus. Donc, si tu as absolument besoin de résultats pour te motiver, eh bien, je te conseille vraiment de le mettre sur tes actions, tes objectifs sur tes actions et pas sur les résultats. Donc ça, c'est vraiment en termes d'objectifs. Ensuite, ce qui est intéressant, ce qui fonctionne bien aussi, c'est vraiment à chaque fois qu'il va y avoir un défi, un challenge, quelque chose qui vient perturber en fait les attentes, c'est de le voir comme une opportunité de trouver une solution. C'est ce qu'on appelle du problem solving en anglais. C'est à chaque problème sa solution et on va systématiquement orienter son esprit vers la recherche de solutions. Et donc ça permet vraiment à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, plutôt que de se mettre en résistance et de s'y opposer, de pouvoir se dire mais finalement là-dessus, est-ce que je suis capable de trouver la solution? Et ça peut activer la curiosité aussi. En plus, ça va créer un sentiment de maîtrise interne. Je suis plus en train de me dire mais ça ne va pas, tout me tombe dessus. C'est tout d'un coup, c'est non, ok, je suis en train de chercher, je suis en train de mettre des choses en place. Et ça, en fait, dès qu'on est en maîtrise interne, eh bien, ça réduit le niveau de stress. Ça va justement couper en fait cette chaîne du stress qu'on a vue et ce cercle vicieux par rapport au changement.
Ensuite, ce que ça fait aussi, c'est quand je mets en place des solutions, même si je n'ai pas tout de suite résolu les choses, le fait de mettre des choses en place, ça va activer le centre de récompense. Donc chaque petit pas, quelque part, chaque sous-problème qui est résolu va activer le centre de récompense. Et donc la dopamine, hein, évidemment. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, cette activation du centre de récompense, ça va donner le signal à notre cerveau: continue, refais ça, et ça va nous donner une propension plus grande à passer à l'action. Donc, en résumé, pour cette vidéo, quand on vit un événement émotionnel, eh bien, notre cerveau il va y associer une perception spécifique et il va créer par la suite, donc il va généraliser les peurs pour nous éviter de revivre cette douleur-là en fonction de la perception qu'il a créée. C'est-à-dire que si je vis des événements où je pourrais avoir une perception similaire, même inconsciente, eh bien, il va créer des peurs par rapport à ce type d'événement, à ce type de situation, et c'est ce qui augmente ma résistance au changement. Ensuite, je peux changer cette perception en rééquilibrant. Donc c'est vraiment en adoptant une autre croyance sur cette perception. Plus je travaille en profondeur, évidemment, plus je rééquilibre en profondeur, plus ça va avoir de l'impact. La peur, les peurs qui sont câblées au plus profond, peur de la perte, peur de l'échec, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser une fois pour toutes. Elles font partie de mon système de protection et donc je vais devoir les rééquilibrer à chaque blocage. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça devient de moins en moins difficile. Les objectifs de résultat, on l'a vu, eh bien, ils vont amplifier l'écart et donc amplifier la peur de l'échec parce que je vais tout le temps me comparer à ce que je n'ai pas encore atteint et donc ça renforce le stress et les résistances. Et donc si tu as besoin d'objectifs, il vaut mieux les remplacer par des objectifs sur tes actions plutôt que sur tes résultats. Si tu n'en as pas besoin et que tu peux avancer dans la direction qui t'inspire comme ça, tant mieux. Et quand je prends l'opportunité donc de trouver une solution, quand je prends chaque défi, chaque problème comme l'opportunité de trouver une solution, eh bien je reprends de la maîtrise interne, j'apaise mon stress et donc en fait je vais réduire les résistances de manière plus globale. Voilà, ça c'était pour cette vidéo sur l'évitement et puis on va très vite se retrouver dans la vidéo suivante pour voir comment on peut continuer à se déprogrammer et se reprogrammer pour le changement et en l'occurrence voir un petit peu aussi là où notre cerveau nous raconte des choses qui ne nous servent pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo.